Bien, bah, c'est parti. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, je suis Brito Ferreira, je suis chef de secteur à l'Agence exécutive de la recherche européenne ici à Bruxelles. Et donc, ça fait déjà nombreuses fois, nombreuses années que je présente cette action. Et donc, pour cette fois-ci, donc c'est l'appel à proposition qui est en cours, qui est ouvert depuis le 27 mars 2025. Et donc, c'est pour Staff Exchange 2025. Également, comme introduction, à chaque fois, je mets également l'accent sur pour de me remercier également de donner l'opportunité de présenter les actions Marie-Source Curie. Donc, comme vous le savez, ça fait déjà depuis près de 30 ans que nous supportons la mobilité et la recherche de chercheurs, jeunes chercheurs et chercheurs un peu plus avancés dans leur carrière. Et mobilité également intra-européenne et même au-delà, internationale, pour ces chercheurs afin qu'ils puissent construire leur carrière et développer les activités de recherche et euh, l'espace européen de la recherche d'une manière un peu plus globale. Donc, comme il a déjà été dit, aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'action Staff Exchange, donc détachement de personnel. Donc, Staff Exchange, comme vous le savez, est une action un peu à part par rapport aux autres actions de Marie Curie parce que ça s'adresse principalement à du staff, donc à du personnel qui est détaché. Et donc, en comparaison, ou même, je dirais même dire jusqu'à opposition par rapport aux autres actions Marie-Source Curie, où il y a du recrutement de chercheurs. Donc, dans notre cas, c'est vraiment très, très, très particulier, mais je pense que ça rajoute une dimension et une flexibilité additionnelle particulière par rapport aux autres actions. Euh, donc, comme vous allez le voir, toutes les diapositives sont en anglais. Donc, ça, c'est une habitude que j'ai prise parce que ça va vous familiariser avec le jargon que nous utilisons pour cet appel à proposition. Et lorsque vous allez soumettre et vous renseigner par rapport aux documents disponibles sur le portail, toutes les informations sont en anglais. Bien sûr, il y a des traductions qui sont éventuellement disponibles, mais principalement, lorsque l'on soumet une proposition à l'appel d'offres, ça se fait via la langue verniculaire donc, de la recherche, qui est l'anglais. Également aussi, vous allez voir que je vais utiliser beaucoup d'acronymes, donc par avance, je vous prie de m'en excuser. Mais ça va paraître un peu simplifié. Donc, ne serait-ce que pour les Marie Skłodowska Curie Action, donc les MSCA, vous allez voir, je vais pratiquement utiliser ce vocabulaire. En ce qui concerne la présentation pour aujourd'hui, donc je vais l'articuler autour de quatre grandes parties. Donc, tout d'abord, les aspects généraux. Ensuite, je vais rentrer dans le détail de l'action, et donc qu'est-ce qui fait les spécificités, l'éligibilité, le financement, etc. Et enfin, je finirai par quelques informations complémentaires de la manière dont on soumet une proposition, comment la proposition est structurée, sans trop rentrer dans les détails, parce que je pense que ceci va être présenté par la suite avec notre intervenant qui va partager son expérience et son appel qui a été une réussite en 2023. Voilà, donc sans plus de retard, plus de délai. Je commence tout d'abord avec une présentation générale des actions Marie-Source Curie, donc MSCA, qui sont au nombre de 5. En fait, je simplifie au nombre de 4. Donc, tout d'abord, avec l'action Doctoral Networks. Donc, c'est le réseau de formation innovante où l'accent est sur la formation de chercheurs en début de carrière de type doctorat. Ensuite, il y a les post-doctoral fellowships, donc les bourses individuelles de recherche et d'innovation pour les chercheurs de type postdoc. Ensuite, il y a évidemment notre action, donc Staff Exchange, détachement de personnel, donc qui est pour la collaboration au niveau international et intersectoriel de consortia et de projets de recherche et d'innovation. Et enfin, la dernière action qui est l'action co-fund, donc co-funding, qui est le cofinancement de programmes de doctorat et de bourses individuelles au niveau régional, national et international. Je vous invite à vérifier sur le portail les appels d'offres et les dates d'ouverture de ces appels. Notre action est déjà ouverte depuis le 27 mars, comme je vous l'ai déjà dit. En ce qui concerne le doctorat network, postdoctoral et co-fund, elles vont ouvrir au courant du mois de mai. Donc, quels sont les objectifs des actions MSCA de manière globale? Donc, tout d'abord, elles ont en commun la mobilité, c'est très important, transnationale des chercheurs. Ensuite, c'est l'excellence de la recherche et l'innovation l'action est mise sur cet aspect-là. Donc, ensuite, c'est assurer la formation des chercheurs doctorants et postdoctorants par des projets de recherche et d'innovation, offrir des possibilités de poursuivre leur carrière dans la recherche, et enfin des échanges de connaissances au travers de la mobilité des chercheurs, mobilité donc internationale d'une part, intersectorielle d'autre part, et
finalement par le cofinancement des activités. Donc, quels sont les objectifs de Staff Exchange en particulier? Donc, comme toutes les actions MSCI, c'est une approche ascendante, donc bottom-up, couvrant tous les domaines scientifiques de la recherche et de l'innovation. D'autre part, promouvoir la collaboration internationale avec le transfert des connaissances, donc c'est la dimension internationale. L'ouverture avec la participation des secteurs non académiques, industriels et des PME, donc c'est la dimension intersectorielle. La mobilité en tant qu'élément clé de l'action Staff Exchange avec une mobilité transfrontalière. Développer des collaborations à moyen et à long terme autour d'un projet de recherche et d'innovation commun et le développement de réseaux professionnels, et ceci afin d'acquérir des compétences complémentaires. En effectuant ces détachements, Staff Exchange atteint l'objectif de partage des connaissances et idéalement le transfert des idées de recherche vers un développement économique ultérieur. En outre, les membres du personnel développent de nouvelles compétences transférables, et ceci afin d'améliorer leur perspective de carrière. Et enfin, ce qui est unique dans le projet de Staff Exchange, c'est la mise en œuvre par le détachement de personnel. Oups. Donc, quels sont les impacts escomptés dans cette action? Tout d'abord, du point de vue du personnel détaché, nous souhaitons le développement des compétences de recherche par transfert entre secteurs et domaines d'activité, conduisant à une amélioration de l'employabilité des perspectives de carrière au sein et en dehors du milieu académique. Les membres du personnel verront leurs connaissances et leurs idées innovantes converties en produits et en services. Ils profiteront également d'une exposition internationale accrue et le développement de leur réseau professionnel. Et enfin, ils bénéficieront de capacités renforcées de mise en réseau et de communication avec des pairs scientifiques, ainsi qu'avec le grand public, ce qui augmentera l'impact de la recherche et l'innovation. D'autre part, en ce qui concerne du point de vue des organisations participantes, ce qui est attendu et ce qui est espéré, c'est l'échange des personnels offre des moyens innovants de coopération et de transfert de connaissances entre les secteurs et disciplines. Ça permet également de renforcer les capacités de recherche et d'innovation des organisations participantes et la disponibilité de ressources humaines avec des chercheurs hautement qualifiés, y compris des experts dans le domaine. Et enfin, ces détachements pourront conduire également au développement de réseaux de collaboration renforcés, et ceci aux 3 niveaux, donc niveau international, interdisciplinaire et intersectoriel. Donc, les caractéristiques essentielles de Staff Exchange sont tout d'abord selon ces points qui sont une approche ascendante, bottom-up, comme toutes les actions MSCI avec les 8 domaines de panel scientifique. La contribution financière sous forme d'un coût unitaire de 5 010 €, ce qui est une augmentation, qui est stable par rapport à l'appel 2024, mais qui est une augmentation par rapport à l'inflation que nous avons pu observer depuis 2023. Le détachement de personnel avec une dimension internationale et une dimension intersectorielle, c'est-à-dire qu'il est important de comprendre que les projets Staff Exchange sont réalisés par le détachement du personnel. Il n'y a pas de recrutement dans Staff Exchange. Ensuite, la durée du projet est typiquement de 4 ans. Donc, il n'y a pas de durée minimale, mais une durée maximale de 4 ans. Avec au total 360 personnes mois, donc ce qui donne en total un maximum, une valorisation du projet à hauteur de 1 800 000 € au maximum. Enfin, très important dans Staff Exchange, et je pense qu'il faut mettre l'accent, c'est la possibilité de synergie avec d'autres projets financés par l'Union européenne. De ce fait, comme nous finançons la mobilité des chercheurs, il est tout à fait possible de combiner Staff Exchange avec d'autres projets européens. Toutefois, il n'est pas possible de combiner Staff Exchange avec d'autres actions Marie Curie parce que ça déclenche automatiquement le double financement, double funding. Parce que dans le cas des autres projets Marie Sklodowska-Curie, les chercheurs sont recrutés et doivent dédier leur activité à 100% dans leur projet de recherche. Et de ce fait, il n'est pas possible de combiner Staff Exchange avec d'autres actions Marie Sklodowska-Curie. Voilà, donc ça, c'est un point que je voulais aborder et mettre l'accent aujourd'hui. Donc, un point important, donc le staff, le personnel. Donc, comme je l'ai dit, je le répète plusieurs fois, ceci est unique dans cette action par rapport aux autres actions Marie Curie. C'est la participation du staff, du personnel et de leur détachement. Donc, il n'y a pas de recrutement dans Staff Exchange. En effet, le personnel a une forme de contrat avec son organisation d'origine et typiquement, le personnel est employé par son organisation.
Mais il existe d'autres formes de contrats conformes à la législation nationale et aux pratiques internes. L'organisation doit avoir les moyens légaux en termes de contrôle et de supervision et de direction de leur personnel détaché lorsque le personnel est envoyé en détachement. Les chercheurs détachés peuvent être des doctorants, des post-doctorants, mais également des techniciens ou du personnel administratif, à condition qu'ils réalisent les objectifs de recherche et d'innovation du projet. Le personnel doit avoir les compétences et les aptitudes pertinentes pour réaliser ces objectifs, ce qui signifie que nous ne finançons pas des échanges purement administratifs, genre gestion de projet ou communication. Mais à contrario, nous finançons le détachement du personnel pour réaliser les projets de recherche et d'innovation comme présentés dans la proposition. Enfin, le personnel doit avoir été en activité ou associé à des activités de recherche et d'innovation depuis au moins 1 mois avant le premier détachement. Chaque personnel est détaché pour une période de minimum 1 mois et pour une durée maximum de 12 mois dans la durée totale du projet de 4 ans. Il est possible évidemment de fractionner cette période de détachement dans la durée du projet. Les détachements se font à temps plein. Il n'est pas possible d'avoir de temps partiel lorsque le staff, le personnel est détaché. Et enfin, il est attendu que le staff soit réintégré après la période de détachement, et ceci afin de maximiser le transfert de connaissances acquises lors de la période de détachement. Entrons maintenant dans les détails et les modalités de participation de l'action. Donc, je rentre maintenant dans tout ce qui est éligibilité de participation et de la composition de consortium, et ensuite l'éligibilité des coûts qui sera dans la slide suivante. Donc, dans Staff Exchange, tous les pays peuvent participer. Toutes les nationalités peuvent participer à l'action car les détachements sont centrés autour du personnel et du staff. Les termes consortium incluent à la fois les bénéficiaires et les organisations partenaires des pays tiers. Donc, tout d'abord, les bénéficiaires sont les organisations qui signent l'accord de subvention et reçoivent directement le financement. Ces bénéficiaires sont localisés dans l'Union européenne ou dans des pays associés au programme cadre Horizon Europe, ce que je qualifierais par la suite de pays européens. D'accord ? Donc, pour moi, pays européens, dans la suite de cette présentation, correspond aux pays de l'Union, plus les pays associés au programme cadre. Et un rappel, le Royaume-Uni est inclus maintenant parce qu'ils sont associés au programme cadre, donc ils sont considérés comme pays européens, ce qui n'est pas le cas encore, ce qui va être également le cas de la Suisse en 2025, qui va être associée au programme cadre. D'accord ? Donc c'est également une modification. Finalement, la Suisse sera considérée comme pays européen en 2025. De l'autre côté, les organisations partenaires ne sont pas bénéficiaires et elles ne signent pas les accords de subvention. Cependant, certaines peuvent recevoir du financement. Et donc, ces partenaires sont situés sur les continents en dehors de l'Europe. D'accord ? Donc, ces pays tiers sont typiquement le reste du monde. Et donc, je les qualifierai par la suite de non-européens. Donc, il n'y a pas de règle de mobilité, mais des détachements éligibles ou non au financement. Donc, je voudrais ici faire un encart et revenir sur la définition du secteur académique qui est propre aux actions Marie Sklodowska-Curie. Donc, le secteur académique comprend les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés avec des formations diplômantes, ou des organismes de recherche publics ou privés à but non lucratif dont la mission est de mener de la recherche. Et enfin, les organisations internationales d'intérêt européen. Donc, si votre organisation tombe dans l'un de ces 3 critères, vous seriez qualifié automatiquement, lorsque vous soumettrez une proposition, dans le secteur académique. Et donc, à contrario, si vous ne tombez pas dans ces critères-là, vous seriez qualifié dans le secteur non académique. Ceci a de l'importance parce que c'est ce qui va définir ensuite les mobilités intersectorielles. D'accord ? Donc, en ce qui concerne l'éligibilité, pour être éligible, le consortium compte au minimum 3 organisations indépendantes de 3 pays différents, dont 2 sont situées dans un pays membre ou pays associé au programme cadre Horizon Europe. Si toutes les organisations du consortium sont localisées dans un pays européen, elles doivent être de secteurs différents, c'est-à-dire de secteurs académiques ou non académiques. Les activités seront réalisées par les détachements du personnel entre ces différentes organisations dans les différents pays et différents secteurs.
Il n'existe pas de taille typique ni de structure optimale des consortia, mais un certain impact ainsi qu'une qualité d'implémentation sont attendus. Le projet est construit autour de la recherche et l'innovation, donc recherche fondamentale, recherche appliquée, mais également dans l'innovation, et ceci afin de soutenir l'entrepreneuriat et aider à transformer des idées en produits ou en services innovants. Par expérience, un consortium est constitué en moyenne entre 6 et 10 organisations. Alors, quel est le rôle des différents participants dans un consortium? Tout d'abord, le consortium est constitué d'entités légales situées dans différents pays. Nous avons tout d'abord les bénéficiaires, comme je l'ai déjà rappelé précédemment. Ces entités légales sont situées en Europe, elles reçoivent le financement européen, elles signent l'accord de subvention, elles signent l'accord de consortium. En pratique, elles envoient ou reçoivent du personnel en détachement. Ensuite, nous avons les partenaires associés européens. Ces entités ne reçoivent pas de financement, elles ne signent pas l'accord de subvention. En pratique, elles ne font que recevoir du personnel en détachement. L'exemple le plus fréquent sont des PME qui ont une activité limitée et très spécifique dans le projet et donc, en général, préfèrent recevoir plutôt que d'envoyer du personnel en détachement. Ceci est un exemple. Nous avons également des partenaires associés dans un pays tiers non européen. De la même manière, ces entités ne reçoivent pas de financement européen directement. Donc là, le mot important, c'est directement. Elles ne signent pas l'accord de subvention. Par contre, elles peuvent envoyer ou recevoir le personnel en détachement. Et donc, parmi ces partenaires associés dans un pays tiers non européen, nous distinguons celles qui sont éligibles au financement européen et celles qui ne le sont pas. Celles qui sont éligibles sont établies dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Par exemple, dans le cas d'un échange... Leur financement est géré par le bénéficiaire qui recevra le personnel détaché. Et donc, par exemple, dans le cas d'un échange de l'Argentine vers la France, le coût unitaire sera payé au staff argentin et administré par les bénéficiaires français, par exemple. Celles qui ne sont pas éligibles au financement sont établies dans des pays à haut revenu. Donc, typiquement, le continent américain, nord-américain, l'Asie, type Inde, Chine, Japon, l'Australie. Donc, ce sont des pays qui peuvent participer dans le consortium, mais qui ne recevront pas le financement directement, le financement européen. D'accord? Donc, ils doivent venir avec leur propre financement. Je reviendrai également plus tard dans une des slides sur des initiatives propres qui sont mises en place par ces pays afin de soutenir le financement de leurs chercheurs pour leur mobilité vers l'Europe. Donc, en résumé, si vous êtes une organisation européenne et vous envoyez du personnel en détachement, vous aurez un rôle de bénéficiaire. Si vous êtes une organisation européenne et vous recevez du personnel en détachement et un budget à zéro, vous aurez un rôle de partenaire associé. Enfin, si vous êtes une organisation d'un pays tiers, vous aurez un rôle de partenaire associé. Alors, qu'en est-il du financement? Alors, les détachements suivants sont pris en charge dans Staff Exchange et doivent être décrits dans le formulaire de l'appel à proposition. Donc, tout d'abord, le cas général, les échanges entre pays européens avec des organisations de secteurs différents. Donc, c'est la dimension intersectorielle. Et dans ces cas-là, ils sont tous financés par le budget. Ensuite, nous avons également la possibilité d'avoir des échanges entre deux pays européens avec des organisations du même secteur. Et donc, ceci, c'est la dimension interdisciplinaire. Dans ce cas, les échanges sont limités à un tiers du total des échanges éligibles au financement. Et je reviendrai dans la slide suivante sur un exemple sur ce qui est un échange interdisciplinaire. Ensuite, nous avons les échanges internationaux. Donc, ce sont les échanges des pays européens vers un pays tiers non européen et vice-versa. Et ceci, donc, à la dimension internationale. Et ceux-ci, dans la diapo présentée, sont pris en charge en partie en fonction des pays par le financement européen. Enfin, nous avons des échanges entre pays tiers non européens qui ne sont pas éligibles et ne doivent pas être décrits dans la proposition. Donc, en résumé, tous les échanges à l'origine d'un pays européen sont éligibles au financement. Certains échanges à l'origine d'un pays tiers non européen sont éligibles au financement à condition que le pays tiers soit listé dans l'annexe A du programme cadre du programme de travail Horizon Europe. Et typiquement, ce sont les pays à revenus bas et intermédiaires, par exemple la majorité des pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud et certains pays d'Asie. Enfin, si le pays tiers n'est pas listé, donc ces organisations
doivent venir avec leur propre financement pour des échanges de leur personnel. Alors, quelques mots sur l'interdisciplinarité. Donc, c'est quelque chose qui avait été introduit avec avec Change. Pour ceux qui ont l'habitude de cette action, rien de nouveau. Par contre, si c'est la première fois que vous entendez de Staff Exchange, donc je permets de prendre un peu de temps pour expliquer ce qu'est l'interdisciplinarité. Donc, les échanges interdisciplinaires correspondent aux échanges intra-européens entre mêmes secteurs, c'est-à-dire académiques, ou non académiques. Les détachements sont considérés comme interdisciplinaires si les activités réalisées pendant le détachement intègrent des aspects de deux ou plusieurs disciplines scientifiques différentes. Donc, lors de l'évaluation de la dimension interdisciplinaire des propositions, des experts indépendants tiendront compte des descripteurs et des mots-clés. Donc, c'est ça qui est important, c'est lorsque vous soumettez votre proposition, vous êtes invité à soumettre, déjà à choisir votre panel scientifique et ensuite à détailler des mots-clés qui correspondent à votre proposition. Et donc, c'est en fonction de ces mots-clés que les experts pourront définir et s'accorder ou non sur l'interdisciplinarité de la proposition. Ces échanges interdisciplinaires sont limités à un tiers du budget total du projet. Par exemple, si le budget du projet est de 1 million d'euros, donc le maximum d'échanges interdisciplinaires sera d'environ 300 000 euros, d'accord, un tiers du total. Donc je prends ici un exemple d'un projet que l'on considère interdisciplinaire. Donc dans ce cas-là, nous avons par exemple 3 spécialistes en génétique qui sont détachés d'une université française auprès d'une université allemande et qui étudient des momies de l'Égypte ancienne. Donc, la proposition précise que les activités menées dans ces détachements consisteront à étudier la présence éventuelle de parasites dans les momies disponibles chez le participant allemand. Ces activités incluent donc la parasitologie, qui est incluse dans le mot-clé du premier niveau, immunité et infection, et d'autre part, l'égyptologie, qui est inclue dans les mots-clés archéologie, histoire et mémoire. Donc, clairement, ce projet inclut 2 panels scientifiques. D'un côté, le panel sciences sociales et humaines, et de l'autre côté, le panel sciences de la vie. Mais ce qui est important à retenir ici, ce sont les mots-clés et le deuxième niveau des mots-clés qui est à prendre en compte. Donc, les détachements entre ces deux participants sont interdisciplinaires. Et je vous invite également à consulter le portail pour d'autres exemples et d'autres détails, et en particulier le guide des applicants pour ce point précis. Alors, qu'en est-il de la contribution financière? Donc, comme toutes les actions MSC, il s'agit d'un coût unitaire et d'un taux forfaitaire. Donc, le coût unitaire est le mois et le montant est de 5 010 euros. Ce coût unitaire se divise en 2 parties. Donc, tout d'abord, un coût unitaire pour le personnel détaché qui est de 1 710 euros. Il doit être utilisé en totalité pour le bénéfice du staff qui est détaché. D'accord? Donc, typiquement, cela couvre des frais de type de la mobilité, donc pour le déplacement, pour l'accueil, pour les frais qui sont liés concomitants au détachement du personnel lors de la période de détachement. Ensuite, d'autre part, il y a des coûts institutionnels qui sont gérés par l'organisation d'envoi pour un montant de 2 300 euros. Et ce montant couvre les frais d'activité de recherche ainsi que les coûts indirects et de management. Très important, je vous rappelle que le staff exchange ne couvre pas le salaire du staff qui est détaché, qui est le personnel qui est détaché, mais contribue aux coûts additionnels qui sont liés à la période de détachement et à la période de recherche du staff dans l'entité qui va accueillir le personnel détaché. Il n'y a pas de coefficient de correction par rapport au pays d'accueil. Donc, comme je vous l'ai dit, certains pays doivent venir avec leur propre financement, et donc il a été mis en place des opportunités de cofinancement. Donc, dans la diapo qui est présentée, vous avez ici les principaux pays pour lesquels ces opportunités de cofinancement sont disponibles, mais je vous invite également à consulter le site, le portail, pour voir si d'autres opportunités sont en place
car c'est une activité qui est conduite par la Commission, et donc c'est une activité continue avec d'autres opportunités qui se mettent en place au fur et à mesure. Également, je vous invite, lorsque vous mettez en place votre consortium, à consulter vos partenaires dans ces pays tiers et à voir avec eux si eux également sont au courant de ces opportunités de cofinancement pour leur personnel qui serait détaché vers leur pays et en direction de l'Union européenne et des pays associés au programme 4. Donc cette liste, comme je l'ai dit, est non exhaustive et elle est mise à jour de manière continue sur le portail. Voilà, donc je termine ici ma première partie de la présentation qui était sur les aspects généraux et les aspects d'éligibilité et de financement. Je vais maintenant me focaliser un peu sur la partie que je qualifie administrative et sur les détails de la proposition. Je ne rentrerai pas dans les détails car je laisse ceci au prochain intervenant qui viendra après ma présentation. Donc tout d'abord, très important, donc l'effort qui a été mis en place pour le portail dans lequel tout se passe pour soumettre une proposition, mais également pour être informé sur les détails, les documents qui sont disponibles, les documents légaux, les guides et les guides additionnels, mais également les foires aux questions et toutes sortes d'informations qui sont disponibles via le portail. Et à la fin, si vous êtes retenu pour le financement, toute la gestion du projet se passe également à travers le portail. D'accord? Donc, vous trouverez dans ce portail les informations, les différents guides et le lien pour soumettre votre candidature. Vous aurez également la possibilité de trouver des organisations partenaires lorsque vous allez construire votre consortium. Donc, typiquement, c'est un retour d'expérience. C'est lorsque vous mettez en place votre consortium, vous avez déjà un noyau de quelques entités et éventuellement, vous cherchez d'autres partenaires afin de contribuer à votre projet de recherche. Et donc, il est possible, via le site, de voir quelles sont les entités disponibles en fonction de votre thématique qui seraient à même de vouloir participer dans votre projet. Je rappelle également que ce qui a été présenté dans la première partie par rapport au secteur d'activité, donc si vous êtes académique ou académique, ceci est automatiquement défini lorsque vous commencez à construire votre consortium et votre proposition avec le numéro d'identification qu'on appelle le PIC. Donc, si votre organisation a déjà participé dans d'autres projets européens via le portail, votre entité est a priori déjà enregistrée, donc elle a déjà un code PIC, et via ce code PIC, nous savons déjà dans quel secteur vous appartenez. D'un autre côté, si c'est la première fois que votre organisation participe, il est nécessaire au préalable d'avoir un PIC provisoire, et en fonction des informations que vous allez fournir, le secteur sera automatiquement identifié et donc ce PIC-là sera utilisé dans le consortium, dans la proposition, et c'est grâce à cette information-là que nous saurons si votre entité est d'un secteur ou de l'autre secteur. Je reviens brièvement sur comment trouver un partenaire, car il y a différents moyens qui sont à votre disposition. Donc tout d'abord, vous avez des activités de réseautage. Vous avez par exemple type conférence, séminaire ou atelier. Vous avez des collaborations antérieures, parce que c'est également une opportunité via Staff Exchange de construire sur un réseau déjà existant et de l'élargir ou de l'approfondir. Vous pouvez également envisager d'utiliser le portail et la plateforme Marisol Kakuri Matchmaking. Donc, c'est une opportunité qui est disponible. Le lien est disponible sur la slide et c'est quelque chose qui a été mis en place afin de mettre en place des organisations qui ont déjà participé dans de présents projets Marie Curie et donc voir si ces entités seraient disponibles à participer dans votre projet. Enfin, si vous souhaitez intégrer un partenaire non académique au sein de votre organisation, vous pouvez également recourir à l'European Enterprise Network, donc c'est également une possibilité qui est offerte. Et enfin, n'hésitez pas évidemment à contacter votre point de contact national, voir si elles ont des informations complémentaires ou additionnelles qui pourraient être bénéfiques pour lesquelles vous pourrez bénéficier pour votre proposition et votre projet. Donc, dans cette slide, je reviens vraiment sur les documents très importants que je vous invite fortement à consulter au préalable avant de commencer à plonger dans votre proposition, qui sont les différents guides. Donc, il y a d'abord les guides légaux,
très bien, mais surtout les guides pour l'applicant et le guide du Horizon Europe qui sont disponibles. Des informations détaillées et essentielles sont présentes dans ces guides et je vous invite fortement à les conseiller, à les consulter avant de commencer à construire votre proposition. Pourquoi? Parce que votre proposition est construite selon trois points clés, qui est le projet de recherche, évidemment, mais également l'impact qui est attendu par rapport à votre projet, et l'impact est défini par rapport aux critères qui sont mis en place et définis par la Commission européenne. Et enfin, un troisième critère qui est l'implémentation, qui est un point très important pour Staff Exchange, c'est comment vous allez réaliser votre projet. Je reviens par la suite sur ces trois points-là. Quelle est la structure de la proposition? La structure est construite autour de deux parties. Une partie A qui est une partie administrative et la partie B dans laquelle vous allez décrire ce que vous voulez réaliser et comment vous allez construire votre projet de mobilité des chercheurs et de détachement des chercheurs afin de réaliser les objectifs de recherche de votre projet. Donc, dans la partie A, c'est là que vous détaillez l'abstract, la composition de votre consortium et également la demande de financement. Et dans la partie B, c'est là que vous allez décrire votre projet d'activité en fonction des trois critères qui sont l'excellence, l'impact et l'implémentation. Et également d'autres informations complémentaires en ce qui concerne l'éthique et des informations plus précises concernant les activités préalables des entités qui composent votre consortium. Et donc, ceci constitue la partie B de votre proposition. Je vous invite très fortement à utiliser les modèles qui vous sont fournis. Ça facilite grandement la tâche d'évaluation des experts. Enfin, je vous rappelle qu'il y a une taille limite de la proposition partie B, la partie B1 dans laquelle est présenté votre projet de recherche, et la taille limite est de 30 pages. Enfin, la limite de 30 pages ne s'applique bien sûr que pour les trois critères, mais je reviendrai par la suite sur ces trois critères. Enfin, les candidatures doivent inclure un plan de communication, d'exploitation et de diffusion des résultats. Donc, quels sont les critères d'évaluation? Encore, je n'entrerai pas dans les détails, ceci est clairement expliqué dans le guide pour l'applicant et dans les modèles qui vous sont fournis, mais il s'articule autour de trois critères principaux, donc critères d'excellence, d'impact et de qualité d'implémentation. Néanmoins, je voudrais vous attirer votre attention sur les points suivants. Donc, tout d'abord, Staff Exchange est articulé autour d'un projet de recherche et d'innovation. Donc, le détachement de personnel est au cœur de la réalisation des objectifs du projet. C'est dans la partie excellence que vous décrivez l'interdisciplinarité, mais également les aspects liés au genre et comment le projet s'articule autour de la science en libre accès. Ne négligez pas le critère impact. L'accent est porté sur le développement des compétences du personnel détaché et le transfert de connaissances, mais aussi comment le projet contribue à attaquer les défis scientifiques, économiques et sociétaux comme définis par la Commission européenne. Et enfin, le critère qualité d'implémentation, qui est par expérience le critère qui fait le plus défaut lors de la réalisation du projet. En effet, il convient de présenter un plan de détachement du personnel qui soit crédible et réaliste dans sa mise en application. Tous les points doivent être abordés avec suffisamment de détails et pertinence et dans la limite de 30 pages. Je vous conseille également vivement de contacter votre PCN et votre bureau européen local si vous en avez un. Enfin, je voudrais également souligner que le projet de recherche et d'innovation est construit autour des détachements. Par conséquent, une fois que vous avez eu votre idée, vous devez construire le plan de répartition des ressources et tirer le meilleur parti des différentes compétences et complémentarités du consortium pour les différentes tâches. Pour les détachements, nous ne demandons qu'un plan indicatif des échanges et pas un plan détaillé pour chaque participant et pour la durée totale du projet. Enfin, nous attendons des résultats de recherche, d'innovation, de formation, de transfert de connaissances, des ateliers, des workshops, des livrables. Et enfin, ne négligez pas les exceptions du plan de dissémination, de communication dans la section Impact. Enfin, je voudrais terminer sur deux guides qui sont très importants pour Marie Skłodowska-Curie, qui sont tout d'abord le guide de la supervision du personnel détaché. Donc, c'est un guide qui est commun à toute éducation de Marie Skłodowska-Curie, mais je pense qu'il y a des points qui s'appliquent d'une manière tout à fait pertinente pour l'action Staff Exchange. Donc, je vous invite à la consulter. Ce sont des points pour lesquels vous pouvez vous inspirer lors de la réalisation de votre proposition, mais
évidemment lors de l'implémentation de votre projet par la suite. Et enfin, le deuxième point, qui est deuxième guide et deuxième document que je voudrais mettre l'accent, c'est le Green Charter. Donc, ceci est utilisé sur base volontaire, mais il s'inscrit dans la politique de la Commission européenne en ce qui concerne la politique, comment ça se dit en français? Le mot français m'échappe. Des thématiques de développement durable et je n'ai pas le mot, désolé, mais voilà, bref, Green Charter, on va le lire en anglais. Et donc, surtout, comment vous pouvez utiliser et appliquer ces conseils dans la mobilité. Parce que comme c'est évident, dans Staff Exchange, dans Marie Curie en général, les chercheurs voyagent d'un pays à un autre, d'une nation à un autre. Et donc, comment vous pourrez tirer les meilleures parties des conseils dans ces guides pour implémenter le Green Charter dans votre projet et dans votre mobilité. Enfin, je vais conclure avec les derniers conseils. Donc, articulez votre projet selon les critères indiqués et les objectifs de l'action, en particulier le plan de détachement du personnel. Suivez les guides fournis, le guide de l'applicant, le guide du programme Horizon Europe, les différents modèles et consultez la foire aux questions. Mettez en valeur la dimension européenne et montrez que votre proposition répond aux priorités de la politique de l'Union européenne et des défis sociétaux. Décrivez les avantages de la collaboration, coopération de votre consortium et comment ils peuvent aller au-delà du projet. Et enfin, dans la mesure du possible, faites réviser votre candidature par des collègues, par votre bureau local européen et, jusqu'à certaines possibilités, votre point de contact national. Donc, comme je l'ai dit en introduction, l'appel est déjà ouvert depuis le 27 mars. La date limite pour soumettre vos applications est le 8 octobre 2025, donc vous avez plein de temps. Le budget est constant par rapport à 2024. Donc, j'ai mis l'astérix parce que lorsque vous allez consulter le programme de travail cadre ou le portail, le montant est un peu en deçà du montant indiqué sur la slide. Mais il y a une mise à jour du programme de travail Marie Curie qui est en cours. Nous espérons la publication de cette mise à jour du programme de travail courant du mois d'avril ou au plus tard au mois de mai, et les montants seront mis à jour. Et donc, le montant qui est attendu, c'est le montant indiqué, qui est près de 100 millions d'euros. Et sans rentrer dans les détails de la présentation par la suite du programme du contact national, ça donne un taux de succès autour de 25%. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis évidemment disponible pour toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Brito, pour cette présentation plus que complète et toujours aussi claire. Donc là, les candidats ont toutes les infos pour bien démarrer leur proposition. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je n'en vois pas actuellement. Est-ce que parmi les participants, certains souhaiteraient prendre la parole directement en levant la main et en activant le micro? Ou est-ce que tout était parfaitement clair et limpide et auquel cas, c'est parfait. Mais s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Non? Alors c'était parfaitement clair, Brito, merci beaucoup. Et dans ces cas-là, on va laisser la parole maintenant à Chloé du PCN, qui va donc vous faire cette présentation sur les statistiques et aussi un retour sur le dossier de candidature. Chloé, si tu veux bien partager ton écran. Oui, merci. Je vais partager. On voit la présentation. Et là, c'est bon, c'est en diaporama, c'est parfait. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, comme ça a été indiqué, je vais vous présenter des statistiques et un peu comment se passe le processus de candidature, ainsi que quelques ressources pour vous aider à monter votre proposition de projet Staff Exchange 2025. Alors, l'appel à projet MSCI Staff Exchange 2024 s'est clôturé il y a peu et donc on n'a pas encore les résultats sur cet appel-là. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'appel Staff Exchange 2023.
Donc, dans le cadre de cet appel 2023, 232 projets ont été déposés. Le budget total qui était alloué à cet appel était de 78,5 millions d'euros. Et donc, on a eu 3 propositions qui ont été déclarées inéligibles ou inadmissibles et qui n'ont donc pas été évaluées sur ces 232 projets déposés. 87 propositions de projets ont obtenu un score inférieur à 70% et donc n'ont pas pu être financées du fait du score obtenu. 142 propositions ont été considérées pour le financement et 73 propositions de projets ont été financées puisque sur les 142 propositions considérées pour le financement, ils ont financé toutes les propositions jusqu'à épuisement du budget, donc des 78,5 millions d'euros. Et il y a 30 propositions de projets qui ont été placées sur liste de réserve et donc qui seront financées si le budget le permet suite au processus de contractualisation pour les 73 propositions de projets qui ont été placées sur liste principale. Alors, si on rentre un peu dans le détail des résultats, vous avez là, au niveau européen, les taux de succès pour les différents panels, avec à chaque fois en bleu le nombre de projets évalués et en orange le nombre de projets retenus, avec en haut le taux de succès moyen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget total qui est alloué à l'appel, il est réparti parmi les différents panels scientifiques en fonction du nombre de propositions qui ont été soumises par panel pour essayer d'avoir un taux de succès à peu près équivalent par panel. Et donc, sur l'appel 2023, on était à un taux de succès global de 31,8% au niveau européen. Concernant les cut-off par panel, donc quand on parle de cut-off, c'est la note minimale à obtenir sur 100 pour être financé. Et donc là, vous pouvez voir que en fonction des panels, cette note peut varier un petit peu. Et là, sur l'appel 2023, la note la plus faible pour être financée, c'était dans le panel maths avec 75,2 et la note la plus élevée, c'était dans le panel ingénierie où il fallait avoir à minima 87 pour avoir une chance de voir son projet financé. Si on regarde un peu la participation des États membres dans le cadre de cet appel à projet Staff Exchange 2023, donc on voit que c'est l'Italie et l'Espagne qui arrivent en tête, à la fois en nombre de propositions évaluées et en nombre de propositions financées. Et la France arrive donc en 3e position avec 117 participations et 51 participations dans les projets retenus. Concernant les pays associés à Horizon Europe, donc on peut voir que parmi ces pays associés, celui qui a le plus de participation, qui compte le plus de participation, c'est le Royaume-Uni, suivi par la Turquie et la Serbie. Concernant la participation des pays tiers, puisque comme Brito l'a indiqué, c'est un appel qui est ouvert donc aux pays du monde entier. On retrouve ici le niveau de participation pour chacun de ces pays tiers. Et on retrouve en tête l'Argentine, les États-Unis et la Chine. À noter que donc, tous les pays qui ont une petite astérisque, ce sont des pays à bas ou moyen revenu qui sont éligibles au financement par l'Union européenne dans le cadre des projets Staff Exchange, bien qu'ils ne gèrent pas directement la subvention européenne qui est allouée aux mobilités de leur personnel. Si on regarde le top 10 des pays bénéficiaires, donc la France se situe en 3e position, derrière l'Italie et l'Espagne, avec 117 donc, participations dans les propositions évaluées et 51 participations dans les projets retenus. On parle bien de participation, donc dans les 51 participations, il peut y avoir plusieurs participations de partenaires français dans un même projet. Donc, s'il y a eu 51 participations dans les projets retenus, il y a eu en réalité 28 projets retenus dans lesquels des participants français sont impliqués.
Si on regarde du côté des coordinations, la France se situe en 5e position, derrière l'Italie, l'Espagne, la Pologne et le Portugal, avec 5 projets en coordination obtenus par la France dans le cadre de l'appel MSIA Staff Exchanges 2023. Donc, la France a participé à 76 dépôts de projets, 68 comme participants, 8 comme coordinateurs, et elle en a obtenu 28, donc 28 projets obtenus, 23 avec des Français en tant que participants et 5 avec des Français comme coordinateurs dans les panels ingénierie, life et SOC. Ce qui nous donne donc le taux de succès, je l'ai dit au niveau européen, il était de 31,8% et le taux de succès français, il est de 36,8%, donc un peu au-dessus du taux de succès européen, et il grimpe à 43,5% pour les projets coordonnés par des partenaires français. Et donc, vous avez ici sur cette slide, je vais pas la lire, mais les 5 projets lauréats en coordination française, donc dans les 3 panels ingénierie, life et SOC. Et vous pouvez voir que parmi les organisations qui coordonnent, on va retrouver différents types d'établissements, donc des universités avec l'Université Paris-Saclay, l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, mais également des ONR avec le CNRS, l'INSERM et l'Institut national polytechnique de Toulouse. Concernant l'appel Staff Exchange 2024, on n'a pas pu vous présenter donc les statistiques puisque l'appel s'est clôturé le 5 février 2025, mais on peut vous dire que 329 propositions de projets ont été soumises. Vous avez sur la slide la répartition par panel, donc on voit que le panel ingénierie est de nouveau en tête pour les propositions soumises. Les résultats, ils devraient être communiqués en mai 2025 et le budget avait déjà pas mal augmenté puisque 99,47 millions d'euros seront dédiés à cet appel à projet Staff Exchange 2024. Alors, on l'a un peu vu avec Brito, mais on va rentrer un peu dans le détail de la procédure de dépôt. Donc, le dossier de candidature, comme vous l'a indiqué Brito, il est constitué de plusieurs parties. Donc, vous avez la partie A qui concerne essentiellement tout ce qui est formulaire administratif avec les informations générales à propos de votre projet et des formulaires qui décrivent chacun des participants impliqués dans le projet. Vous avez également un onglet sur le budget qui va être calculé automatiquement sur la base du nombre de mois de secondment prévus par partenaire. Et vous avez également un formulaire pour tout ce qui concerne les questions d'éthique et de sécurité. Ensuite, vous allez devoir, une fois que vous avez donc complété cette partie A en ligne, téléverser sur le portail du participant de la Commission européenne 2 PDF, donc la partie B1 qui ne doit pas excéder 32 pages et qui concerne le projet scientifique. Donc sur ces 32 pages, on va retrouver une page de garde, la table des matières, les 3 sections qui correspondent aux 3 critères d'évaluation, donc excellence, impact et mise en œuvre, et qui ne doivent pas excéder 30 pages. Et enfin, une page finale. Et ensuite, vous devez également téléverser la partie B2, donc, qui concerne les annexes à votre projet scientifique, avec une section 4 qui va inclure des tableaux qui décrivent de manière plus détaillée chacune des organisations participantes à votre projet, donc que ce soit les bénéficiaires ou les partenaires associés. Une section 5 sur comment, si c'est le cas, vous avez utilisé l'intelligence artificielle générative dans le cadre de la préparation de votre proposition de projet. Vous ne serez pas pénalisé si vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Il faut simplement le déclarer dans la section 5. Et vous avez une section 6 dédiée aux considérations environnementales. Et donc, comme vous l'a indiqué Brito, il faut aller lire la MSCI Green Charter pour remplir cette section en indiquant ce que vous allez mettre en place pour limiter l'impact sur l'environnement de la mise en œuvre de votre projet.
Très rapidement et simplement pour mettre en lumière que dans votre projet scientifique, dans la partie B1, vous avez donc 32 pages, dont 30 qui concernent la description de votre projet. Et donc, cette description, elle sera découpée en 3 sections, excellence, impact et mise en œuvre, qui correspondent exactement aux 3 critères d'évaluation. Et en fait, si on rentre dans le détail, du contenu, de l'excellence, de l'impact et de la mise en œuvre, vous allez vous rendre compte que ça correspond, aux sous-critères d'évaluation qui, sont connus dès, le montage de votre projet. Donc vous pouvez retrouver sur la page de l'appel le formulaire d'évaluation qu'utiliseront les experts évaluateurs lorsqu'ils reliront votre projet. Et l'autre point à noter, c'est également que pour l'excellence, évidemment qu'on on va évaluer l'excellence des objectifs en matière de recherche et innovation de votre projet, mais également de votre méthodologie et des interactions que vous proposez entre les différentes organisations participantes, en lien évidemment avec votre projet de recherche. Sur l'impact, on va retrouver comme dans la majorité des projets financés dans le cadre d'Horizon Europe, les impacts scientifiques, sociétaux et économiques, mais dans les Staff Exchange, on va aussi s'attacher à évaluer l'impact du projet sur le développement de nouvelles et de collaborations préexistantes, sur l'impact en matière de carrière pour les chercheurs impliqués, en matière d'amélioration du potentiel d'innovation et de recherche au niveau européen, mais aussi au niveau global, puisque c'est un appel à projet qui est très ouvert sur l'international. Et on va retrouver également toutes les mesures pour maximiser l'impact, comme les mesures de communication, de diffusion et d'exploitation des résultats. Alors, comment faire pour soumettre une proposition? Il faut tout d'abord vous rendre sur le portail de la Commission européenne, donc qui s'appelle le Funding and Tenders Opportunities Portal. Vous avez le lien directement en cliquant sur la slide. Si vous n'avez pas de compte sur ce portail, il va falloir vous en créer un en cliquant en haut à droite sur le petit onglet Register. Et une fois que vous avez votre compte, il faut vous connecter en cliquant donc sur Login. Une fois que vous êtes connecté, il faut que vous vous rendiez sur la page de l'appel à projet. Donc, la page de l'appel est disponible directement en cliquant sur le lien et donc l'appel s'appelle MSCI Staff Exchanges 2025. Une fois que vous êtes sur la page de l'appel, il faut vous rendre dans la section Submission Service et cocher la case qui va correspondre au type d'action. Pour les Staff Exchange, il n'y a qu'une seule option possible. Donc, vous avez juste à cocher cette case, comme ça s'affiche sur l'écran. Et puis, vous cliquez sur Start Submission pour commencer l'enregistrement de votre proposition. Vous arrivez ensuite sur cette page dans laquelle, comme l'indiquait Brito, il va falloir renseigner le code PIC de votre établissement, donc de l'établissement qui va coordonner le projet. Si vous ne connaissez pas ce code PIC, il faut soit vous adresser à votre service support pour l'obtenir, soit faire une recherche par nom. Donc, vous pouvez taper le nom de votre établissement pour voir si le PIC est déjà existant. Ensuite, vous devez indiquer si vous êtes main contact ou contact person pour cette proposition de projet. Ça peut être modifié par la suite, donc ce n'est pas très important au moment de la création de la proposition. Vous devez indiquer un acronyme. Vous devez également indiquer un résumé de votre projet. Évidemment, au moment de la création de la proposition, le résumé est généralement pas encore connu. Donc, soit vous mettez un X en attendant, soit vous mettez upcoming. Et il faut choisir votre panel d'évaluation. Bon, vous pourrez changer l'acronyme et le short summary. Il faut bien réfléchir au panel d'évaluation dans le cadre duquel vous allez soumettre votre proposition de projet. Une fois que cet onglet est complété, vous allez arriver sur une nouvelle page. Alors, ça change. Ça y est, ça change. Qui est la page des participants dans votre projet. Donc, vous allez avoir par défaut l'organisation que vous avez mentionnée sur la page principale, la page précédente, pardon, avec le PIC. Et vous avez un petit onglet Add Partner et vous allez pouvoir ajouter les organisations participantes dans le cadre de votre proposition de projet. Vous pourrez à tout moment, jusqu'à la deadline, revenir sur cette page et ajouter ou supprimer des participants en fonction de l'évolution de votre consortium s'il y a des changements pendant la phase de montage.
Une fois que vous avez passé cet onglet participants, vous arrivez sur cet onglet-là, dans lequel vous allez retrouver les templates pour la partie B sur votre gauche. Donc, vous avez un petit onglet Download Part B Templates et vous allez retrouver donc, le template en version modifiable, en version Word. Et vous avez également la possibilité de compléter la partie A, donc qui se complète en ligne, en cliquant sur Edit Forms dans le petit onglet Administrative Forms Part A. Et vous avez en dessous les espaces avec les liens, enfin les petits boutons pour téléverser, votre partie B1 et votre partie B2. Vous pouvez voir également que vous avez un petit bouton Back to Participant List. Donc là, c'est pour revenir sur la page précédente et ajouter éventuellement des partenaires de votre projet. Hop, une fois que vous avez terminé donc, de compléter la partie A, que votre liste de participants est à jour et que vous avez téléversé les dernières versions de la partie B1 et de la partie B2, il vous faut cliquer donc, sur Validate dans un premier temps, le petit bouton bleu en bas, qui vous permet de vérifier que vous n'avez rien oublié. Et puis, quand vous êtes sûr que vous avez bien complété votre proposition de projet, vous pouvez cliquer sur Submit. Pas d'inquiétude, jusqu'à la deadline, vous pouvez toujours, même si vous avez cliqué sur Submit, remodifier votre proposition de projet et il faudra recliquer sur Submit pour que la nouvelle version écrase la proposition précédemment soumise. Très rapidement, quelques mots sur les fonds d'amorçage qui peuvent vous permettre de vous aider financièrement dans le montage d'une proposition de projet Staff Exchange. À noter que l'Agence nationale de la recherche propose chaque année un appel à projet montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Donc, pour pouvoir émarger sur cet appel, il faut que vous soyez coordinateur d'un projet collaboratif européen. Donc, si vous coordonnez un projet MSI et Staff Exchange, ça marche, mais il faut être coordinateur et il faut également que vous soyez basé au sein d'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances publiques. Donc, si vous êtes dans une structure privée, malheureusement, vous ne pourrez pas émarger sur cet appel de l'ANR. L'aide maximale, elle est de 36 000 € pour 24 mois, 2 ans. Vous pouvez même anticiper une soumission, puisque les projets MSI et Staff Exchange sont récurrents annuellement. Donc, vous pouvez anticiper donc 2 ans avant la soumission d'un projet. Et sur ces 36 000 €, vous avez maximum 10 000 € pour les prestations de services, comme par exemple les recours à des cabinets pour de l'aide au montage, de la relecture du projet. Le dossier est simplifié et le retour d'évaluation est assez rapide. Il y a un certain nombre de sessions d'évaluation par an. Vous avez le lien vers la page de l'appel, donc n'hésitez pas à aller voir. L'idée, c'est de vous donner les moyens pour constituer votre réseau et donc organiser des réunions avec vos partenaires pour monter le projet, voire aller rendre visite à des partenaires en Europe ou à l'international pour leur proposer de participer à votre projet. Si vous êtes une entreprise, puisque les entreprises peuvent tout à fait, au même titre que les acteurs de la recherche et de l'innovation publique, participer au projet Staff Exchange, vous pouvez bénéficier du diagnostic partenariat technologique et international, qui est un dispositif BPI France. L'objectif, c'est de vous aider à financer une prestation de diagnostic et de conseil dans le cadre d'une candidature à un appel à projet collaboratif européen ou international. Donc là, on est dedans avec les MSI et Staff Exchange. Il faut en revanche que vous soyez une entreprise française de moins de 2000 employés et vous pouvez bénéficier d'une aide, que vous soyez partenaire ou coordinateur du projet. L'aide minimale, elle est de 25 000 € hors taxe en cas de coordination et de 5 000 € hors taxe en cas de partenariat. Et le principe, c'est que c'est un financement 50-50. Donc, si vous payez 10 000 € pour une prestation de conseil, lorsque vous êtes partenaire d'un projet collaboratif européen, BPI France peut financer la moitié, donc 5 000 €. Pareil, c'est un dossier simplifié avec un retour d'évaluation sous 2 semaines et le dépôt, il se fait au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la page du dispositif. Pour terminer, quelques ressources et un save the date pour nos prochains événements. Donc, concernant les ressources, vous avez le lien vers la page de l'appel à projet qui est disponible sur la slide, le lien direct vers le guide du candidat Staff Exchange 2025,
le lien vers le programme de travail 2023-2025 applicable dans le cadre de cet appel. Comme le disait Brito, il y aura probablement une mise à jour de ce work programme qui interviendra mi-avril ou en mai. Donc, n'hésitez pas à vous assurer que vous avez bien la dernière version quand vous consultez le programme de travail. Vous avez la trame de dossier 2025, donc le lien direct, puisque ces documents, on les retrouve de toute façon sur la page de l'appel à projet. Vous avez également un lien vers la FAQ du réseau des PCN Marie Curie européens. Donc, on met en commun toutes les réponses de la commission sur les questions que les participants nous posent à nous, PCN, sur ce blog. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette FAQ, en plus de celle disponible sur la page de l'appel à projet. Et comme chaque année, on vous proposera un kit de montage. Donc, le kit est à venir. Et en attendant, vous pouvez toujours consulter le kit 2024 en cliquant sur le lien qui est sur la slide. Normalement, il n'y a pas de changement majeur entre 2024 et 2025. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tout de suite vous mettre au montage de votre projet, à consulter le kit 2024 en attendant le kit 2025. Concernant les événements liés du PCN Marie Curie français liés à l'appel MSCA Staff Exchange 2025, donc il y a le webinaire de présentation d'aujourd'hui qui sera disponible en replay sur notre site, et on organise un webinaire conseil d'écriture qui est basé sur l'analyse des rapports d'évaluation des années précédentes, le 3 juillet 2025 de 10h à midi. Ce webinaire, il ne sera pas enregistré, mais vous pourrez retrouver les slides sur la page de l'événement, comme c'est le cas pour tous les événements que nous organisons. Et je m'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous contacter en écrivant à l'adresse mail du PCN. Vous avez également notre site avec toutes les actualités, tous les événements, et notre page LinkedIn qu'on met à jour très régulièrement, sur laquelle vous pouvez également retrouver les actualités et les événements que nous organisons. Merci beaucoup, Chloé. C'était très complet aussi, donc encore plein d'informations pour tous nos participants. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, mais il y a eu quand même une question pendant ta présentation sur l'interdisciplinarité. Et même si elle a été répondue, je voudrais la mettre à l'oral pour que tout le monde en ait bien conscience et bien connaissance. Parce que tout à l'heure, Brito, donc vous avez donné un exemple d'interdisciplinarité, et quelqu'un a rebondi pour dire, est-ce que l'interdisciplinarité n'est considérée que entre panels, ou est-ce que au sein d'un même panel, on peut aussi avoir de l'interdisciplinarité? Donc la réponse est oui. On peut très bien avoir dans un panel des disciplines différentes qui se parlent. Donc ça va être le deuxième, on va dire le deuxième niveau, on va dire le sous-panel. Et là, s'il y a une discipline, par exemple, dans l'exemple que je mis dans le chat, c'est dans le panel engineering, on fait appel à l'energy conversion et au numerical analysis, puisque l'un fait appel à des process d'engineering, l'autre va faire appel aux sciences de l'informatique. Donc, c'est pas les mêmes disciplines qui vont se parler, mais il y a bien l'interdisciplinarité. Là où ça ne va plus marcher, c'est si on prend finalement le même sous-panel, et là, il n'y a que celui-ci qui va entrer en action. Et là, on n'aura plus d'interdisciplinarité. Donc là aussi, on vous a mis un exemple qui est là, cette fois-ci, en life science. Mais je préférais remettre un petit point dessus parce que cet aspect interdisciplinaire est important, vu que ça peut faire un tiers de vos échanges dans vos projets. Et sur ce, s'il n'y a pas... Il y a une question sur les oui, inscriptions pour oui. le webinaire conseil d'écriture. Donc, il aura lieu le 3 juillet. Elles ne sont pas encore ouvertes parce qu'il y a plein d'autres événements avant. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer l'information, bon, déjà, vous pouvez le noter dans votre agenda, puisqu'il sera effectivement le 3 juillet. Mais je vous invite à vous inscrire à notre liste de diffusion, si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur notre site, et vous aurez du coup des mails. Promis, on n'envoie pas des tonnes d'emails, mais en tout cas, on envoie des mails récapitulatifs avec tous les événements par action, plus les formations que nous organisons. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour être toujours au fait des ouvertures des inscriptions. Super, merci Chloé. Et du coup, maintenant, on va donner la parole à Monsieur Catoni, qui me semble, je l'ai vu dans la salle.
Je suis là. Voilà. Fait. Et ben, du coup, je vous laisse partager votre écran. Oui, j'ai. Parfait. Et du coup, le temps que vous partagez votre écran, on vous remercie déjà une fois de plus de nous témoigner votre expérience de coordinateur. Et donc, Monsieur Catoni est lauréat du projet Terabot dans le cadre de l'appel Staff Exchange 2023. Mais j'ai l'impression que ça a bugué et que nous l'avons perdu. Vous m'entendez Vous maintenant? êtes là. Vous Oui, ça y est, m'entendez? oui, on vous entend. Excusez-moi, il y a eu un souci, je ne sais pas, je n'ai pas Pas de compris. souci. Donc, je vais partager mon écran. Ça arrive. Est-ce que vous les voyez Pas là? encore en diaporama. On le voit avec les slides sur le côté, mais Ah, et maintenant, vous les voyez comme diaporama? non, pas encore. Et là? Non, on voit Non plus? toujours les slides sur le côté, mais bon, au pire, c'est pas. Enfin, on voit. Si vous pouvez juste Euh, agrandir l'écran, mais oui, je vais essayer. On va enlever ça. Est-ce oui, que c'est un voilà, peu c'est mieux? parfait. Ça fera c'est nickel. Ok. Après, le seul souci que je vais avoir, c'est que comme ça, je ne pourrais pas Pour naviguer. passer Voilà. voilà. Donc, vous m'entendez bien, là? S'il n'y a Très pas de bien. souci. Très bien. Donc, je tenais à vous remercier, Morgane, de m'avoir invité à présenter notre projet. Et tout d'abord, si jamais l'exercice il est raté de ma part, je m'excuse, c'est la première fois que je l'ai fait comme ça. Donc, l'idée que j'avais derrière ça, c'était de présenter mon projet de recherche pour vous donner un aperçu global de qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe et comment on a construit cette idée derrière les Staff Exchanges qu'on a monté. Et ensuite, vous décrire un petit peu les détails de comment on a mis en place les Staff Exchanges et m'adresser aux questions que vous m'avez avancées et voir si les gens, les participants, ils ont des questions, je serais ravi de les répondre. Donc, le projet que nous avons présenté pour les Staff Exchange l'année dernière, donc c'était un projet focalisé sur l'utilisation des bactéries à des fins thérapeutiques. Et pour vous donner un petit intro, et dans notre équipe, on se focalise surtout dans les études de biologie synthétique. La biologie synthétique, c'est une discipline qui est vraiment construite derrière un concept d'ingénierie. Et il est né suite à le développement des outils de séquençage qui ont monté beaucoup en puissance. Ça nous a donné beaucoup d'accès à beaucoup d'informations. Et ensuite, quelques années plus tard, aux synthèses d'ADN, qui est vraiment devenu très, très facile du point de vue des tailles des fragments d'ADN qu'on peut synthétiser et aussi en termes de coûts. Donc, avec ce concept couplé, nous, l'idée qu'on a, c'est de partir des disciplines plus matures qui existent auparavant, comme l'ingénierie, et partir de ce type de concept avec l'idée de reprogrammer les cellules pour développer différentes tâches. Donc, ici, je vous montre simplement la conception plus des ordinateurs comparée à la conception biologique des cellules comme si c'était des ordinateurs. Et à terme, notre idée, c'est de modifier l'ADN pour reprogrammer cette cellule. On a un double objectif dans notre équipe. Il y a un objectif vraiment beaucoup plus fondamental, qui c'est modifier ces organismes pour essayer de comprendre des phénomènes biologiques plus détaillés. Donc, c'est ce qu'on appelle Understand Biology. Mais aussi, il y a toute une partie de développement application. Dans les projets Terabot, je me suis appuyé un peu sur les deux axes de notre équipe. Donc, il y a une grosse partie application, mais il y a toute une partie mécanistique qui s'appuie derrière. Pour vous donner un petit peu plus de flavor, des goûts de ce qu'on fait, nous, on modifie nos bactéries et on peut ajouter des bactéries. C'est un châssis très intéressant parce que par rapport aux cellules eucaryotes, c'est très facile à modifier. La génétique, elle est beaucoup plus facile et on a un contrôle plus restreint de qu'est-ce qu'on ajoute. Donc, l'idée qu'on a, nous, c'est d'ajouter des biosenseurs qui nous permettent
de déterminer la localisation dans le temps et dans l'espace pour nos bactéries, mais aussi on peut profiter de la biologie synthétique pour créer des biosenseurs artificiels qui permettent de contrôler la bactérie à distance avec des triggers externes. Et de cette façon-là, on peut ensuite programmer les bactéries avec l'idée que j'ai décrivée tout à l'heure et construire des bactéries qui puissent effectuer des tâches. Particulièrement dans les cas de la thérapie, c'est la sécrétion des effecteurs biothérapeutiques, tels que des interleukines. On peut faire aussi le display des protéines dans la membrane des bactéries. Et aussi, selon le type de métabolisme qu'on peut modifier, on peut même envisager la sécrétion des produits chimiques. Pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut faire, ici il y a un exemple très très simple qui ressemble à ce qu'on peut faire avec un ordinateur et on utilise ce qu'on appelle des logic gates. Et de cette façon, nous, on peut imaginer que si on a deux inputs, des signaux, si les deux signaux apparaissent en même temps, dans ce cas-là, ici vous voyez A et B, nos bactéries ils vont s'allumer, ils vont produire une protéine fluorescente pour indiquer qu'effectivement ça s'était passé dans cet ordre, mais aussi on peut modifier ce type de gates et faire de sorte qu'on peut allumer ces bactéries que s'il y a qu'un effecteur ou l'autre, mais pas s'il y a les deux. Ici, c'est un exemple dans lequel on n'a pas la temporalité, mais on peut même inclure la temporalité dans ce type de démarche. Comme ça, on peut savoir avec quoi était confrontée la bactérie dans le temps. Et là, je me fais une petite arrête pour vous donner une introduction au sujet sur lequel on a construit notre projet Therabot. Et on s'est focalisé sur les cancers, parce que, bon, comme vous savez très bien, les cancers, c'est un vrai fléau. Le taux de mortalité reste toujours très, très large, et les taux d'incidence aussi. Mais ça qui aggrave encore la situation, c'est les prédictions qu'on voit pour l'avenir. Si vous voyez ici, l'incidence va doubler. Donc, en fait, vers 2050, on devait avoir autour de 40 millions de cas de cancer détectés par année. Et les taux de mortalité ils vont augmenter dans la même direction s'il n'y a pas de nouvelles thérapies qui sont développées. Une des contraintes qu'on a actuellement en termes de thérapie, c'est tout ce qui c'est l'agressivité des types de thérapies qu'on utilise. Donc la chimiothérapie, la radiothérapie, les traitements chirurgicaux, c'est vraiment complexe. Et aussi, pour les patients, c'est vraiment une souffrance. Donc c'est des traitements très, très agressifs. Il y a aussi les nouvelles types de thérapies, qui bientôt ils vont devenir traditionnelles aussi, comme l'immunothérapie et les thérapies cellulaires, mais ils sont confrontés avec beaucoup de limitations. Notamment, une des limitations plus importantes, c'est les coûts de ce type de thérapie. Donc, il y a une centaine d'années, l'utilisation des bactéries pour traiter les cancers a été proposée. Et en fait, le résultat était très, très encourageant. C'était un médecin qui s'appelait William Coley. Et lui, il a proposé d'utiliser un mix de bactéries et il avait des résultats qui étaient un peu erratiques, mais quand ça marchait, c'était vraiment surprenant. Là, on pourrait avoir une discussion un peu plus philosophique parce qu'au moment que lui commençait à développer cette thérapie, la radiothérapie commençait aussi à sortir et à un moment donné, il a eu une décision médicale d'arrêter tous les traitements bactériens et on est parti sur les thérapies qu'on connaît actuellement. Cependant, comme je vous disais tout à l'heure, la technologie de séquençage et synthèse d'ADN a vraiment changé la donne et ça a donné une renaissance aux thérapies bactériennes parce que dans ces dernières années, on a commencé à reprogrammer les bactéries, donc on a un contrôle beaucoup plus délicat de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bactéries. Et donc, en termes de publication, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui s'est vraiment très abordé. Pareil en Chine, mais en Europe, on a un peu de retard par rapport à ce type de thérapie. Donc, pour nous, ça c'était un bon argument aussi au moment de construire notre projet Therabot. Et donc, pour arriver à ce projet, au labo, on avait déjà commencé à s'intéresser à l'utilisation des bactéries pour traiter les cancers et on avait commencé à développer des biosenseurs qui pouvaient détecter des marqueurs spécifiques tumoraux. Ici, je vous montre un exemple dans lequel on a construit un biosenseur qui s'allume quand il détecte la présence d'acide lactique au sein des tumeurs. Les tumeurs, quand ils commencent à grossir, ils développent un corps nécrotique qui devient acide et l'acide lactique, c'est un des marqueurs qu'on peut utiliser pour savoir que nos bactéries sont localisées au centre d'une tumeur. Ensuite, en parallèle, on avait commencé à développer
dans notre équipe des technologies qu'on appelle des biohybrids, et c'était la construction des bactéries avec des nanomatériaux qui les rendaient d'une façon non détectable par le système immunitaire. C'était ça notre objectif. Et donc ici, simplement, je ne vais pas m'attarder, mais je vous montre un peu la technologie qu'on avait commencé à mettre en place avec des collaborateurs à Tokyo. Et on avait commencé à encapsuler des cellules. Donc, et je vous montre ici une image qui vous permet d'avoir une idée de à quoi ça ressemble. Ici, c'est des bactéries. Et les noyaux des bactéries sont en bleu. Après, on fait un marquage avec une protéine non spécifique du cytoplasme des bactéries. Mais ensuite, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que notre polymère qui nous permet d'enrober les bactéries, qui est marqué en vert ici, il garde une continuité autour des bactéries. Et en fait, on a beaucoup de données qui nous permettent de soutenir que cet enrobage, il est intègre et qui permet d'isoler les bactéries. Et donc, l'idée qu'on avait pour notre projet Therabot, c'était de partir de cette idée de développer des bactéries à des fins thérapeutiques et avec une capacité additionnelle et avec de la chimie et la nanotechnologie, et développer un agent thérapeutique qui nous permet d'adresser le traitement des cancers d'une façon plus spécifique, mieux cibler le cancer, et aussi améliorer la qualité de vie des patients, et finalement aussi réduire significativement les coûts associés à ce type de thérapie, parce que comme vous savez, les bactéries sont beaucoup plus faciles à faire pousser et à modifier génétiquement. Dans la figure que vous voyez à droite, il y a un peu la philosophie de notre projet. Donc, on avait plusieurs objectifs. Les thérapies qu'on avait commencé à mettre en place dans l'équipe étaient vraiment construites pour délivrer les biohybrides par voie systémique. Mais dans le projet Therabot, on a proposé aussi de modifier la chimie pour pouvoir faire la délivrance par voie orale. Et ensuite, notre objectif, c'était d'appliquer ça au traitement de cancer colorectal, et avec l'idée de soit arriver par voie systémique, soit par voie orale, ou une combination de deux, et qu'une fois que les bactéries arrivent à la tumeur, il peut détecter la présence des biomarqueurs de tumeur et commencer à produire des agents biothérapeutiques. Ensuite, ces productions des agents, ça peut targeter soit les cellules cancéreuses de façon directe, soit attirer une réponse immunitaire. Donc, pour monter ce projet, j'avais besoin de plusieurs connaissances parce que c'est vraiment un projet interdisciplinaire. Il avait les aspects de chimie et nanotechnologie. Il avait tous les aspects génétiques qu'on maîtrise au labo, mais pour lesquels il y a plusieurs aspects qu'on avait besoin de renfort, surtout dans la partie en termes de contrôle des métabolismes des bactéries. Et on avait aussi tout l'aspect immunologique, parce que l'effet des thérapies cellulaires, c'est de délivrer un agent externe aux patients et connaître comment ils vont se comporter une fois qu'ils sont dans le système en termes physiologiques. Ça, c'était quelque chose de très important. Donc, on a monté un réseau assez large dans lequel on a inclus 5 bénéficiaires européens. Et pour les 5 bénéficiaires que je vous montre ici, il y avait nous-mêmes, avec toutes ces parties des génies génétiques qu'on maîtrise, une équipe suédoise qui avait une connaissance très approfondie en termes d'immunologie, mais aussi c'était intéressant pour nous parce qu'ils avaient une approche biomatériaux aussi, et une équipe espagnole qui avait vraiment tout l'aspect nanotechnologie et développement de nouveaux types de biopolymères. Ensuite, dans ce type de projet Therabot, c'est fortement conseillé d'avoir des partenaires industriels pour montrer une potentielle application, et c'est l'objectif à terme en fait. Et donc, on a inclus en fait deux PME qui sont avec deux angles différents. D'un côté, on avait ces PME en France qui s'appelle A5, qui nous a rejoint parce qu'en fait, ils ont un aspect vraiment de caractérisation mécanistique de tous des tissus cellulaires. Donc, ça nous intéressait vraiment pour la mise en place de la technologie. Et une PME espagnole, un petit PME, qui allait nous aider, ou qui va nous aider avec tout ce que c'est les benchmarking pour contraster notre stratégie avec des autres thérapies. Et finalement, à l'international, que c'est ça aussi la partie pour moi la plus sympa et intéressante de ce type de projet, on a réussi à grouper des gens avec des backgrounds très variés. Notamment, on a 2 équipes au Japon avec 2 stratégies différentes en termes de développement des biopolymères qu'on souhaite tester.
On a une équipe en Thaïlande qui se spécialise dans le développement de nouveaux probiotiques. Donc ça va nous fournir de nouveaux châssis pour le type de thérapie qu'on souhaite mettre en place. Donc ça nous donne une palette de bactéries différentes qu'on pourrait tester. On a invité à participer à une équipe très spécialisée sur l'oncologie de cancer colorectal et qui avait un intérêt sur les effets des probiotiques. Et ensuite, pour la partie métabolo des bactéries, que c'est toute la partie contrôler vraiment comment ces bactéries vont se comporter une fois qu'on les modifie de façon génétique, on a été joint par une équipe au Chili. Et finalement, ici, les deux équipes que vous voyez plus à gauche, il y a cette équipe qui aussi il y a un aspect biopolymère, mais spécifiquement pour développer la partie des delivery par voie orale. Donc ça, c'est l'équipe qui va nous aider à construire une stratégie plus macro, si vous voulez. Et un petit peu la cerise sur le gâteau, c'était cette équipe en Brésil, qui sont des composants phytothérapeutiques, qui sont déjà démontrés qu'ils ont la capacité d'avoir une activité anticancéreuse et qu'on souhaite intégrer dans notre pipeline de bactéries pour les produire à la tumeur. Pour les projets en lui-même, c'est plutôt simple à décrire parce que une fois que je vous ai fait l'intro, l'objectif c'est très, très clair. On avait 3 work packages, c'était vraiment très, très direct. Et le premier work package, c'était l'assemblage de ces biohybrides que je vous ai décrits, démontrer que la réponse immunitaire était contrôlée et comprendre qu'est-ce qu'on devait modifier pour améliorer ces réponses, et en même temps démontrer qu'on pouvait avoir un bon targeting, un bon ciblage des tumeurs. Pour la partie du deuxième work package, c'est vraiment démontrer qu'on peut reprogrammer ces bactéries, qu'on peut ajouter de nouvelles châssis ou de nouvelles souches qu'on pourrait envoyer, contrôler la production de ces facteurs thérapeutiques et surtout, un aspect qui est très important, c'est la partie biosafety parce que l'acceptation de ce type de thérapie, c'est toujours complexe. Et finalement, sur le Work Package 3, qui c'est le plus petit pour nous parce que c'est celui qui implique toute la partie préclinique, c'est évaluer et benchmarker notre stratégie avec des expériences sur l'animaux et démontrer aussi tous les aspects safety de la technologie. Donc, pour vous donner une idée, un aperçu de qu'est-ce que c'est notre rôle, et moi j'ai un double rôle, c'est le rôle de coordination d'un côté, qui inclut toute la partie interaction avec les project officers de l'Union européenne, tout ce que c'est la coordination et la gouvernance du consortium, m'assurer que les secondments ça prend place et que ça se déroule, et qu'on tient route de tous les objectifs qu'on avait proposés. Et aussi l'organisation de tous les workshops et rencontres annuelles qu'on doit avoir. Pour les côtés qui me concernent du point de vue comme partenaire et dans l'assemblage du projet, nous on s'occupe de toute la partie bioengineering et c'est l'assemblage de ces biohybrides, la reconstruction, le reprogramming des bactéries et voir si on peut arriver à construire des vrais agents autonomes qui peuvent développer une tâche complète de A à Z. Une des complexités, et vraiment c'est quelque chose que c'est pas une complexité, mais bon, qu'il faut garder en tête, c'est que notre projet c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de partenaires internationaux, mais ils sont vraiment étalés dans les globes, donc ça nous fait parfois difficile à mettre en place les coordinations en termes de réunions parce qu'on a des gens qui sont dans des faisceaux horaires à 12 heures de décalage. Donc ça c'est quelque chose qui c'est assez sympa parce qu'on voit des gens qui sont en train de se coucher ou de se réveiller quand on commence notre réunion de consortium. Et finalement, là, je me laissais ici et les questions que Morgane m'avait adressées pour les parcourir rapidement. Et si vous voulez vous donner un peu mon impression de pourquoi j'ai fait chaque chose. Et ensuite, si vous le souhaitez, discuter et échanger, que je pense que ça pourrait être plus intéressant. Donc, concernant pourquoi j'ai choisi ce type de projet, moi, il y avait quelque chose. D'un côté, il y avait tout l'aspect visibilité. Je le voyais comme une façon de donner visibilité à notre équipe. Mais aussi, ça que j'appréciais beaucoup de ce type de projet, c'était l'aspect international. Ça me permettait vraiment d'aller chercher des collaborateurs à l'international. C'est pas facile de trouver des cadres de collaboration avec des équipes à l'international. Et donc, ça, c'était une très bonne opportunité. Et les coordonnées, pour moi, c'était un défi. C'était quelque chose que je voyais comme un challenge, une façon de me pousser à faire une activité que jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait.
pour les retombées, je suis vraiment ravi du projet. Ça m'a permis vraiment d'échanger avec beaucoup de gens. J'apprends beaucoup de choses au cours de route. Et ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et cet événement que l'on est en train d'avoir aujourd'hui, c'est un petit exemple, mais je vois que depuis qu'on a eu ce financement, notre équipe, il a beaucoup plus de visibilité. Et ça m'a permis aussi d'élargir, même au-delà de cette network que j'ai construit. Et je recommande vivement l'aventure. C'est une belle aventure. Et pour les conseils et points d'attention, je pense que c'est des choses qui probablement ont été évoquées avant mon arrivée. C'est le temps que ça demande. C'est vraiment assez time consuming. C'est quelque chose qui demande beaucoup de coordination à plusieurs niveaux. Et, euh, et surtout, trouver des collaborateurs et des partenaires qui vraiment s'engagent et qui soient fidèles. Ça, c'est la partie, je pense, la plus difficile. Parce que après, si ces partenaires ils vont pas s'impliquer dans le développement de projets, les projets peuvent vraiment faire fort route parce que les projets avancent dans la mesure que les échanges se sont produits. Donc ça, c'est un élément essentiel d'avoir des partenaires qui sont vraiment engagés et qui croient à votre idée. Pour l'instant, je peux vous dire que j'ai la chance et mes partenaires ils sont tous très enthousiastes et les échanges ils se produisent plutôt bien. Et avec ça, je passe à la dernière. Je vous remercie tous de votre attention et je suis complètement ouverte à répondre aux questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, Diego. C'était vraiment très intéressant comme présentation et c'est bien aussi de voir qu'il peut y avoir des petites complexités quand on est un peu partout dans le monde, Oui. d'arriver à se coordonner et à se réunir pour faire avancer le projet. Mais visiblement, quand même, vous y arrivez, donc c'est plutôt chouette. Il y a une première question qui est arrivée dans le chat qui vous demande quelles sont les autres difficultés que vous avez rencontrées. Alors, monsieur Schbir, je suppose que c'est au moment du montage. Vous pouvez Au prendre le moment, micro si vous voulez. Oui, oui, oui. Vous D'accord. m'entendez? Oui. Oui, lors du montage et puis même par rapport à la coordination. oui. Bon, lors des montages, c'est un peu, je vous avoue, pas en toute intimité parce qu'on est beaucoup, mais j'ai sous-estimé la difficulté de la tâche et je me suis trouvé pendant presque 2 semaines enfermé chez moi parce que c'est une tâche assez complexe de l'écriture et le montage du projet et surtout au niveau des coordinations parce que comme on avait tellement de partenaires, avoir les retours de tous les partenaires et savoir comment tout intégrer, ça n'a pas été évident. Donc il faut vraiment se prendre à l'avance et ça paraît une évidence quand on le dit, mais c'est vrai. Et, et donc ça pour les côtés écriture. Et trouver des gens qui ont le temps de lire le projet, parce que le projet il est assez long. Et pareillement, si on n'a pas assez de temps pour demander aux collègues de lire ça avec soin, ça, c'est pas évident. Et, et en termes de la mise en place, moi je pense que la difficulté la plus grande, et ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir, pour les chercheurs à l'international, en Europe, c'est beaucoup plus facile, mais pour les chercheurs à l'international, pour les faire venir en France, c'est pas évident à chaque fois la partie administrative, malheureusement. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut les guider. C'est pas toujours très, très, très bien guidé. Et donc, ça, c'est une des choses que c'est un peu dommage, mais c'est pas la faute du programme Exchange. C'est vraiment une question plus administrative, locale en termes de visa, en termes de logement pour les étudiants. Donc, donner tous ces moyens-là, c'est une certaine complexité. C'est pas insurmontable, mais ça demande beaucoup d'efforts. Merci. Il y a une autre question qui vous demande combien de personnes mois seront financées dans votre projet TerraBot? Beaucoup, c'était aux alentours de 350. C'est un projet très large. C'est presque le maximum. Et, parce que, en fait, comme il y a 12 partenaires, on a beaucoup de monde qui va se déplacer. Donc, on avait commencé, on avait dit qu'on allait être très petit, mais non, finalement, il y a beaucoup. Donc, là, je compte vraiment sur mes partenaires européens bénéficiaires qui vont exécuter les, tous les déplacements qu'ils font, en fait. Pour l'instant, ça a l'air de rouler, mais voilà, dans le temps, ça, c'est une chose que c'est importante de prévoir, c'est si chaque partenaire, il va avoir assez de gens pour déplacer et quand les projets se mettent en route.
tout le monde est vraiment partant pour recevoir des gens. Ça, c'est le plus simple. Le plus difficile, c'est de faire déplacer les gens, surtout les chercheurs confirmés, etc. Merci. Et il y avait une deuxième partie de question qui est à la fois pour nous au niveau PCN ou alors pour Brito. Nous, on peut avoir un bout de réponse, mais peut-être que Brito, vous pourrez compléter. Un projet Staff Exchange, en moyenne 6-10 bénéficiaires. Est-ce que vous savez en moyenne combien un projet MSCA Staff Exchange finance de personnes mois? Nous, enfin, peut-être Brito, vous avez la moyenne de personnes mois. Nous, ce qu'on a comme info, Oui, je c'est peux, que... Allez-y dans ce cas-là. Comme ça, on je peux complétera avec ce répondre. qu'on a. Alors, assez marrant. La moyenne et la médiane est proche, et c'est autour de 1 million d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de projets au maximum, mais aussi beaucoup de projets très peu de financement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de minimum. Il y a un maximum, il n'y a pas de minimum. Mais après, il faut également considérer le cost-bénéfice, c'est-à-dire le coût-bénéfice, c'est-à-dire que si on commence à monter un projet avec plusieurs partenaires, il faut quand même que ça soit un certain impact. Et pour qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait des échanges. Donc, des projets qui sont avec un financement très bas, ça peut vraiment poser beaucoup de questions sur, mais à la fin, tout ça pour ça, quoi. Voilà. Donc, donc la moyenne, c'est ça, c'est 6-10. Hein. Donc, des projets, on a des projets à 20, 25, 30 partenaires, là ça devient très compliqué, donc, mais ça existe. On a des projets à 3-4 aussi, et donc je confirme, 6-10 c'est la moyenne et 1 million là, pour le financement moyen. Nous, ce qu'on avait en complément, nous, ce qu'on avait pu constater, alors on l'a fait sur l'appel Staff Exchange 2021, on n'a pas eu le temps de refaire des stats approfondies depuis, mais c'est dans la to-do list du PCN. Et ce qu'on avait quand même pu constater, c'est que sur l'appel Staff Exchange 2021, c'est qu'il y avait des réseaux qui allaient de 3 participants à 23 participants. Donc vraiment, l'amplitude est hyper large. Mais bien sûr, quand on regarde, c'est ce qu'a dit Brito, hein, c'est la majorité se trouve entre, on va dire, 6 et 10. Mais après, si vous avez besoin d'être plus, vous avez besoin d'être moins, voilà, il n'y a pas de nombre magique. C'est plutôt ça le message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'en fonction de ce que vous avez proposé et de la cohérence de votre consortium, c'est plus ça qui va déterminer le nombre à mettre dans votre consortium. Et quand on regardait l'amplitude aussi du budget, comme l'a dit Brito à l'instant, on a avec des tout petits budgets, parce qu'il y en a qui ont demandé que 174 000 euros, et d'autres qui ont demandé jusqu'à 1 650 000. Donc voilà, encore une fois, là aussi, on voit l'amplitude possible. Voilà, en complément. Et juste si je peux me permettre un autre Oui, complément, allons-y. juste rappeler, et Diego l'a indiqué également, que le budget que vous obtenez en début de projet, quand votre projet est sélectionné, c'est un budget estimé, donc ce n'est pas un budget acquis. Et le budget, il va dépendre de la mise en œuvre effective des mobilités que vous avez prévues. Donc, c'est assez simple, je pense, en montage de prévoir 360 mois de mobilité, mais il faut quand même que ce soit réaliste et que vous ayez bien les gens, puisqu'il y a quand même un décalage entre le moment où vous soumettez le projet et le moment où votre projet va être sélectionné pour financement et le moment où vont avoir effectivement lieu les mobilités. Entre-temps, les gens peuvent bouger. Donc, il faut vraiment, quand vous prévoyez le nombre de mois de mobilité par partenaire, bien avoir ça en tête. Et voilà, après, on a demandé plusieurs fois, mais on n'a pas vraiment d'informations précises sur le nombre de mobilités effectivement financées et s'il y a un écart entre. Mais peut-être que Brito, vous avez des informations là-dessus. En tout cas, je voulais insister voilà, sur le fait d'être réaliste dans le nombre de mois de mobilité prévus par partenaire. Et Brito, je vois Oui, que tout à fait. En fait, c'est fondamental ce point. C'est pas trop important au niveau de la proposition, bien quoique, mais on met très fort l'accent lorsque on est au niveau du gap. Donc le gap, c'est lorsqu'on commence à avoir l'accord de financement signé et surtout pour le kick-off du projet lorsqu'il commence. Parce que dès le départ, on met l'accent que tout ça est indicatif. Bon, d'accord, il y a un budget global et surtout un budget total qui ne peut pas être déplacé, mais ça reste indicatif. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit, il faut réaliser ces détachements. Donc, supposons que vous avez demandé 1 million, vous réalisez 800 000, on va vous payer 800 000, on ne va pas vous payer 1 million, d'accord? C'est du coût unitaire, hein, c'est pas du flat rate, d'accord? Mais ça étant dit, en fait, ce qui est très important, c'est au-delà de ça, c'est que vous, comme
coordinateur et manager du projet. Lorsque j'ai présenté, il y a le coût unitaire qu'on divise en deux parties. Il y a une partie qui doit être donnée en totalité au chercheur qui va détacher, parce qu'on considère que c'est l'argent ou c'est le financement dont ils ont besoin pour amener à bien leur détachement, mais également une partie qui est ce qu'on appelle le coût administratif et management, sur lequel vous allez commencer à planifier. Je dis, voilà, moi j'ai le droit à ça, donc sur 1 million, on va dire que j'ai le droit à 500 000 pour faire du management, donc je vais commencer à budgéter du management, donc je vais recruter un project manager que je vais payer tant ou tant, puis à la fin, tout se passe bien, sauf qu'à la fin, vous réalisez 800 000 et pas 1 million, donc on vous paye 800 000, mais vous avez dépensé 500 000, donc vous vous retrouvez à court de 100 000. Vous nous devez 100 000, donc là, ça devient un vrai problème. Donc, ce qu'on met l'accent lors du gap, du kick-off, etc., c'est que planifier au fur et à mesure, ne dépensez pas tout d'un coup, et surtout, faites un bilan au long du projet, savoir, voilà, je suis à la première année, je devais implémenter tant, j'ai dépensé tant, donc voilà, peut-être que je dois commencer à corriger, faire attention, ou accélérer, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai oublié, mais ça va me revenir. Je reviendrai après. C'était la deuxième question que tu as posée, mais j'ai raté la deuxième partie. C'était concernant l'écart entre, s'il y en a une idée de l'écart entre les oui, voilà, tout à fait, mobilités voilà, financées. très bien. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que y a le Covid qui est passé par là. Donc avant le Covid, on avait un taux de réussite entre 80 pour Rise. C'était avant Staff Exchange, ça s'appelait Rise. On était en moyenne à 85%. D'accord. Ça, c'était le taux de réalisation des projets. Avec le Covid, bien sûr, patatras, on est descendu à 70. Et là, avec Staff Exchange, pour les premiers, on commence à avoir les premiers rapports du call 2021. On est autour de 85-90 réalisation. Donc voilà. Donc on retourne sur les points de Rise avant Covid et même en mieux. Donc à confirmer lorsque les projets termineront en 2027-2028. Mais voilà. Donc typiquement, du 100%, ça arrive, mais c'est pas la règle. Merci beaucoup. Et pourquoi, juste pour être tout à fait complet, c'est ce qui a été dit par le coordinateur, c'est qu'au départ, on a nos partenaires, on a nos staffs qui sont disponibles, mais ce sont des projets qui durent 4 ans. Donc, il y a des gens qui sont disponibles pour la première année, mais qui ne sont pas disponibles la deuxième année. Donc, il y a ce travail toujours de mobilité, mais en interne, pour dire, voilà, quels sont les gens qui vont être disponibles pour une mobilité à l'étranger pour une durée de 2 à 3 mois ou voire plus. Donc, ce sont des gens qu'au début de projet, on ne connaît pas, mais qu'on va découvrir au fur et à mesure et donc qui vont réaliser. Donc, c'est impossible d'avoir au premier jour du projet tous les gens qui vont être détachés. Ça ne dit pas que c'est réalistiquement pas possible, c'est théoriquement possible, réalistiquement impossible d'avoir dit voilà, je sais très bien que Madame X, Monsieur Y et machin un tel sont disponibles dans 3 temps pour bouger. Non, ça ne réalisera pas. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle à la fin on se retrouve avec un taux de réalisation de autour de 90% et pas de 100%. Merci beaucoup. Diego, il y avait une autre question. Quel était le noyau initial du consortium et comment vous avez trouvé les autres partenaires internationaux? Oui. Et après? Donc, le noyau initial, c'était nous, cette équipe espagnole et l'équipe à Tokyo. Et donc, en fait, ça, c'était le noyau initial de où on était parti. Donc, et une des avantages qu'on avait, c'était que l'équipe espagnole, il avait déjà une large expérience en termes de dépôt des projets européens. Donc, pour moi, c'était un atout parce que ça a beaucoup aidé. Ensuite, c'était un peu des gens qui connaissaient chacun. Donc, c'est pour ça que j'ai fait confiance au consortium. Et le seul que je ne connaissais pas en amont, c'était les PME. Mais pour le reste, l'équipe en Suède collaborait déjà avec l'équipe en Tokyo. L'équipe en Thaïlande, il collaborait déjà avec l'équipe en Espagne. Et après les 2 équipes argentines, parce que vous voyez avec mon accent, je les connaissais déjà. Et l'équipe brésilienne collaborait avec l'Espagne. Et l'équipe chilienne, il collaborait avec nous aussi parce qu'on a un chercheur dans notre équipe qui est chilien. Donc en fait, on se connaissait tous d'une façon ou d'une autre. Et les seuls 2 qui sont vraiment ajoutés, qu'on ne connaît pas, c'était les PME. Merci. Et alors, une autre question, est-ce que vous avez défini dès le montage qui allait faire les détachements et où? Ou est-ce que cela s'est décidé au fur et à mesure? Non, on a décidé au fur et à mesure un peu
ça rebondit sur la discussion qu'on avait à l'instant. Et donc, les gens, au départ, ils étaient tous très enthousiastes, il y avait beaucoup de monde, et au fur et à mesure qu'on a commencé à raffiner les montages, on a, on a réduit beaucoup. Et un des éléments, et c'est pour ça qu'on a un projet assez large, c'est que les pays qui sont moins développés, ils ont un vrai intérêt à envoyer des gens parce que ça leur permet vraiment de former des gens et ici. Donc, dans les schémas que vous voyez ici, on a beaucoup, l'épaisseur des lignes, il est homogène, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent, qui viennent, que des gens qui partent ailleurs. Donc, la plupart des gens qui partent, c'est des chercheurs confirmés qui vont soit transmettre des connaissances là-bas, mais il y a beaucoup de la mise en place de projets qui s'est fait ici, sauf quelques parties. Donc, mais on a décidé au cours de route, en fait. Et ça, comme on disait, ça bouge tout le temps. Là. Même cette année, des gens qui étaient prévus de venir au départ, ils se sont décalés un peu plus tard. Donc là, on commence à jongler un peu avec tout ça pour essayer de garder la dynamique. Alors, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait une précision sous la question. Il disait, je précise ma question, est-ce que vous avez défini dès le montage qui allait faire ces détachements ou à quel moment et pour quelle durée? Ou est-ce que ça s'est décidé au fur et à mesure? Donc, vous avez quand même répondu à la Oui, question. parce qu'en fait, Voilà. c'est un peu ça. Dans les montages, une fois qu'on arrive au Work Package et à la fin du projet, on doit détailler les tâches précises. Ça, c'est vraiment très, très compact. Et c'est là qu'on commence à vraiment faire les calculs des personnes moins qu'on va mettre dans chaque tâche. Donc, c'était vraiment on avait une idée grossière qu'on avait plus de monde qui allait venir de l'étranger que partir. Mais les détails fins des gens impliqués, c'était vraiment à la fin parce que ça, c'est important. Si la tâche ne justifie pas la personne ou la quantité de temps que la personne va dédier, là, je pense que ça peut nuire le projet, en fait. D'accord, merci beaucoup. Par contre, je reviens quand même sur un point, même si vous avez pas besoin dans la proposition en tant que telle d'indiquer que c'est Monsieur Machin et Madame Trucmuche qui vont partir, dans votre part A, vous serez quand même contraint de donner le niveau de carrière des personnes qui vont partir. Donc, il y en a 4, il y a le top grade researcher, le senior researcher, le recognized researcher et le first year researcher. Donc, quand bien même vous n'allez pas aller dans le détail du prénom et du nom de la personne qui va partir, il faudra quand même que vous ayez une idée du profil des personnes qui vont partir dans le cadre de votre projet. Tout à fait. Il ne faut pas indiquer la personne précise, mais il faut, parce que surtout quand on explique aux partenaires comment ça marche les programmes. Ça, c'est très important parce que pas tout le monde comprend. Donc, il faut savoir, et dans mon cas, par exemple, quel étudiant j'ai maintenant, quel étudiant je prévois d'avoir dans le futur, combien de temps il me reste de tel étudiant pour savoir, et aussi en fonction de où il est dans sa thèse, par exemple, à quel moment il va pouvoir partir et pendant combien de temps. Parce que bon, on ne va pas l'envoyer à la fin des thèses quand il est en train d'écrire. Donc voilà, ça c'est le type de choses qu'il faut bien expliquer aux partenaires, surtout les partenaires qui ne sont pas l'habitude, pour qu'ils prévoient qui va être dans les labos dans les années qui viennent plus tard. Ouais, et puis il faut aussi quand même avoir une idée du timing, même si après, effectivement, il y aura des ajustements, parce que si en fait tout le monde se dit, bon, bah, on définira après, et puis en fait tout le monde veut envoyer, par exemple, en même temps ses personnels en Espagne, bah, le partenaire espagnol n'aura peut-être pas la capacité à ce moment-là d'accueillir 10 personnes en même temps. Donc, Voilà. même si ce n'est pas obligatoirement mentionné dans la proposition de projet, notre recommandation, c'est quand même d'essayer de faire un tableau avec les personnes préidentifiées, leur niveau du coup de carrière, en sachant qu'après, éventuellement, si la personne est plus disponible, on pourra la remplacer par une autre. Mais dans la mesure du possible, si vous avez le temps, c'est quand même très recommandé voilà, de faire ce tableau par personne pour vérifier aussi l'éligibilité des secondments. Parce que comme l'a présenté Brito, bah, il y a des conditions aussi pour que les personnels soient éligibles, mais aussi les mobilités. Donc, c'est quand même un travail qu'il faut essayer de faire dès le montage. Et il y avait une autre question concernant le budget donc, qui a été présenté par Brito. Est-ce que le budget permet de payer des équipements, des réunions, des consommables, etc. Donc, bon, ça a été dit, hein, peut-être que ce que vous avez retenu, c'est qu'il y avait 5 010 € par mois.
Mais dans ces 5 010 €, il y a une partie donc de 2 710 € qui revient obligatoirement aux chercheurs pour couvrir ses frais de mobilité. Et ensuite, il y a deux autres types de contributions. Donc, 1 000 € pour les frais de management et les coûts indirects et 1 300 € pour les frais de recherche, de formation et de mise en réseau. Et donc, c'est sur ces deux enveloppes donc, que nous, on appelle les contributions institutionnelles, hein, puisqu'elles ne servent pas à payer les coûts de mobilité du chercheur, mais bien tous les autres coûts liés au projet. Vous pouvez, sur ces enveloppes, évidemment, financer les organisations de vos workshops, de vos réunions de projet, éventuellement des petits équipements. Bon, après, voilà, vous n'avez pas une enveloppe non plus énorme, donc vous n'allez pas acheter un immense équipement, mais des petits équipements, c'est OK, et des consommables, enfin voilà, tout ce qui est lié au projet de recherche. Puisque même si c'est un projet qui est mis en œuvre via des mobilités, c'est quand même un projet de recherche et d'innovation, donc forcément, il va y avoir des coûts liés. Merci Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vois pas d'autres questions dans le chat. Si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas à lever la main et à ouvrir votre micro. Ou à la poser à l'écrit dans le chat, pas de souci, on la lira. Oui, allez-y, Madame Le Plongeon, allez-y. Non, pardon, C'est une fausse manip, peut-être. Non. Plus de questions, ni pour Brito côté Commission européenne, ni pour Diego côté expérience ou pour nous, en tant que PCN. Et ben dans ces cas-là, on vous remercie pour votre participation, pour votre écoute. On remercie encore une nouvelle fois Brito et Diego pour tout l'apport qu'ils nous ont fait ce matin, tant en termes de présentation d'appel que d'expérience de coordination. Merci à Chloé pour la présentation de la candidature et des statistiques. Et on vous souhaite bon courage et on vous dit à très bientôt cette fois-ci pour les conseils d'écriture. Voilà. Merci Bonne beaucoup. journée à Merci à tous. Merci beaucoup. tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Merci, au revoir. Bonne journée.